Il est des nuits ensorcelantes où la pierre sort de son lourd sommeil. Des nuits où le prestigieux passé de Pont-à-Mousson s'échappe alors de sa gangue minérale. Étonnant balai hiératique d'êtres fabuleux, écorchés dans la pierre, gardiens et veilleurs de l'histoire de France, notre histoire. Ma chère Marie-Louise, le destin vient de me frapper et de me prendre l'un de mes plus fidèles confidents. Duroc, grand maréchal du palais. Je suis fort peiné par sa mort. Il était mon ami depuis 20 ans. Jamais je n'ai eu à me plaindre de lui. Il ne m'a jamais donné que des sujets de consolation. C'est une perte irréparable, la plus grande que pouvait faire l'armée française. J'ai chargé le pasteur du village de Markendorf de placer à l'endroit où est mort le maréchal une pierre, où sera inscrit « Ici, le général Duroc, duc de Frioul, grand maréchal du palais de l'empereur Napoléon, frappé d'un boulet, a expiré dans les bras de son empereur et son ami. » Mon cher époux, vous m'écrivez la peine que vous ressentez suite à la perte de Duroc. Et je ne puis que m'en vouloir de n'être à vos côtés en ces douloureux instants. Je sais à quel point vous étiez attaché au duc de Frioul, que je n'ai moi-même malheureusement que trop peu connu. Pourriez-vous m'en dire davantage sur cet homme qui vous était si cher? De quand remontait cette solide amitié? Ma douce amie, de tous mes compagnons d'armes, celui qui a joui le plus constamment de mon affection fut sans aucun doute Duroc. Géraud Christophe de Michel Duroc de Brion, que j'appelais simplement Duroc, était né le 25 octobre 1772 à Pont-à-Mousson, en Lorraine. Il était le deuxième enfant d'un ancien capitaine des dragons. Ce dernier obtint qu'il fût inscrit au nombre des élèves pensionnés du roi, en demeurant affecté au collège militaire royal de sa ville natale. Il y passa 8 années. Puis, il poursuivit ses études militaires à l'école d'artillerie de Chalon-sur-Marne, d'où il sortit avec le grade de lieutenant en 1793. Après un court passage à Grenoble, il participa à la campagne d'Italie, d'abord auprès du général Andréossi, dans l'équipage des ponts, puis en tant qu'aide de camp du général Lespinasse. C'est au cours de cette expédition que je m'adjoignis ses services, alors que j'étais général en chef de l'armée d'Italie. Au passage de l'Isonzo, dans le Frioul, Duroc fut cité comme l'un des officiers les plus capables et les plus braves. C'est d'ailleurs en mémoire de ce fait d'armes que je lui octroyai, 11 ans plus tard, le titre de duc de Frioul. Lorsque Duroc passa à mon service, Lespinasse me confia qu'il s'agissait du plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Dès lors, il ne m'a pour ainsi dire plus quitté. Il me suivit par la suite en Égypte, après avoir été promu au grade de chef de bataillon. Là-bas, sa bravoure scella le succès de la bataille de Salalier. Il fut blessé à plusieurs reprises au cours de cette expédition, notamment à Jaffa et à Saint-Jean d'Acre. À mon retour en France, il prit une part active aux événements du 18 Brumaire, qui virent mon ascension à la tête de l'État.
En raison de son dévouement à mon égard, je le nommai premier aide de camp et chef de brigade au 3e régiment d'artillerie à cheval le 21 novembre 1799. En 1801, je décidai de le nommer général de brigade et gouverneur des Tuileries. Durant la paix d'Amiens, en 1802, je le chargeai de missions diplomatiques auprès des cours de Russie, de Suède et du Danemark. Cette année étant plus calme sur le plan militaire, Duroc en profita pour se marier. C'est ainsi qu'il épousa le 9 août 1802 la fille d'un financier et diplomate espagnol, Marie des Neiges, dont il avait fait la connaissance dans le cadre des missions en Espagne. Il lui donna 2 enfants, un fils, Napoléon Louis Sidoine, qui ne vécut qu'1 an, et une fille, Hortense Eugénie Marie des Neiges. Duroc disait de sa femme à son cousin d'Estremiac: « J'ai épousé une jeune et jolie femme. Je ne pouvais rien désirer de plus du côté du caractère ou du côté de la fortune. Ainsi me voilà tout à fait heureux. » Mon ami, ainsi donc sûr de la fidélité de Duroc, vous lui avez confié des missions diplomatiques des plus ardues, celle de représenter la France consulaire à l'extérieur. Mais qu'en était-il de ses fonctions de grand maréchal du palais? Vous évoquiez sa tâche de gouverneur des Tuileries. N'était-il pas aussi en charge de tous les bâtiments et palais impériaux? Certes, je confiai dans un premier temps à Duroc la charge de gouverneur des Tuileries. Content de son efficacité, je le nommai le 5 juillet 1804 grand maréchal du palais et par là même responsable des bâtiments et palais impériaux, des personnels à mon service, des réceptions et de la préparation de tous les grands événements tels que mon sacre ou notre mariage. Il avait organisé le palais de façon admirable et dans l'ordre le plus parfait. Ce n'était que lorsque ma journée était entièrement close et finie, que je me reposais déjà, que la sienne commençait. Cependant, sa fonction de grand maréchal du palais ne l'éloigna pas du terrain. En effet, en 1805, il fut chargé d'une mission diplomatique à la cour de Prusse, ce qui ne l'empêcha pas, alors que je marchais sur Vienne, de rejoindre mon quartier général avant la bataille d'Austerlitz, où il remplaça Oudinot, blessé, à la tête de la division des grenadiers. Il était également à Jena, à Friedland. En 1805, il devint général de division, grade qu'il gardera jusqu'à sa disparition, puisque par modestie, il refusa le titre de maréchal d'Empire. En 1806, pendant la campagne de Prusse, je le chargeai de signer le traité de paix avec le roi de Saxe, et il fut, par la suite, le principal négociateur de la paix de Tilsit. À la reprise des hostilités avec l'Allemagne en 1809, il dirigea une concentration d'artillerie à Essling. À Wagram, il prit encore une part active à la victoire. Il signa au traité de Fontainebleau, de Bayonne. Il participa à la guerre d'Espagne. 1810 et 1811 sont les 2 seules années où Duroc n'a pas participé activement aux campagnes de guerre. En 1812, bien qu'il ait tenté de me dissuader de reprendre la guerre, il m'accompagna dans la campagne de Russie. Il fut à mes côtés à Dresde, Danzig, Smolensk, Moscou.
Au retour en France, je le chargeai de la réorganisation de la garde impériale. En avril 1813, je le fis entrer au Sénat. Puis arriva la campagne d'Allemagne et la dernière bataille de Duroc. Il est vrai que je vous ai fait part de mon désarroi devant la perte d'un homme si aimable, mais je ne vous ai pas décrit les circonstances de sa mort. Le 23 mai, après la bataille de Würtschen, à l'entrée du village de Markendorf, en Saxe, le duc de Frioul fut frappé au ventre par un boulet dont le ricochet venait de tuer le général Kirgener, avec lequel il s'entretenait derrière moi. La blessure qui lui avait déchiré les entrailles était mortelle. Et mon très cher ami agonisa dans de vives douleurs pendant plus de 30 heures. Je vins le visiter à 8 heures et lui dis « Duroc, il est une autre vie. C'est là que nous nous retrouverons un jour. » Ce à quoi il trouva encore la force de me répondre « Oui, sire, mais ce sera dans 30 ans lorsque votre majesté aura triomphé de tous ses ennemis et réalisé les espérances de notre patrie. J'ai vécu en honnête homme. Je ne me reproche rien. Je laisse une fille. Votre majesté lui servira de père. » Voyant ma peine, il me dit « Ah, sire, retirez-vous, ce spectacle vous afflige. » En le quittant d'une voix étouffée par les sanglots, je ne pus que lui dire « Adieu donc, mon ami. » Duroc mourut le 23 mai à 10 heures du soir. Mon cher époux, Duroc était sans nul doute l'un de vos plus proches conseillers. Et il me semble à vous lire que dans toute votre carrière, il fut finalement une des rares personnes à qui vous avez accordé votre confiance aveugle et confié tous vos épanchements. C'est en cela que je regrette de ne pas mieux l'avoir connu. Ma chère Marie-Louise, comment vous décrire Duroc? Il était pur et moral, tout à fait désintéressé pour recevoir, extrêmement généreux pour donner, lent à se former et d'apparence effacée. Duroc me rendit cependant les plus grands services que sa modestie et leur nature laissaient peu connaître. Il n'était pas brillant, mais il avait d'excellents jugements. Son caractère me plaisait. Il était froid, sec et sévère. Puis Duroc ne pleurait jamais. Cette froideur, qui manifestait l'absence de tout désir de briller, cachait une âme foncièrement bonne et généreuse, à laquelle on ne faisait jamais appel sans réponse. L'amitié était le seul mobile de son dévouement, et non l'envie d'avantages matériels. Il n'avait pas le panache des grands dignitaires, au contraire, sa modestie et son indifférence pour les honneurs se manifestaient à toutes occasions. Devinant même mes pensées, prévoyant mes réactions, il me fut vite indispensable. Simple, vrai, modeste, probe et désintéressé, dans sa position c'était déjà beaucoup que de rencontrer si près du pouvoir un homme sans malveillance. Les restes des deux maréchaux du palais, Duroc et son successeur, le général Bertrand, que l'empereur aimait et dont il se savait tant aimé, reposent aujourd'hui à Paris, à ses côtés, sous le dôme des Invalides, depuis 1844. S'ils n'ont pas eu les honneurs extraordinaires que souhaitait leur rendre Napoléon de leur vivant, car emportés trop vite par les marées de l'histoire, leur mémoire est à jamais inscrite au firmament des immortels, dans le sillage de l'aigle impérial. Duroc fut une de ces personnes dont on ne connaît le prix qu'après l'avoir perdu. Son cœur veille désormais à la destinée de Pont-à-Mousson.